Elle a publié « Certaines d'entre nous sont trop jolies pour être fidèles », avec un emoji faisant un clin d'œil. J'ai commenté « Certains d'entre nous sont trop intelligents pour rester avec des tricheurs », en accompagnant mon message de capture d'écran de ces conversations avec 5 hommes différents. Son compte a été supprimé en moins d'1 heure. Ses prétendants l'ont tous bloqué lorsqu'ils ont découvert l'existence les uns des autres. J'utilise un compte jetable parce que cette histoire fait encore des vagues dans mon cercle social et je n'ai pas besoin que ce drame me suive sur mon compte principal, où je publie des contenus sur le football virtuel et des blagues de papa terribles. Je n'aurais jamais pensé être le gars qui publie des histoires de désastres relationnels sur Reddit, mais nous y sommes. La vie est curieuse ainsi. Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je suis un homme, et jusqu'à il y a 3 mois, je sortais avec Mathilde, 26 ans. Nous nous sommes rencontrés au mariage de mon cousin il y a 2 ans, où elle était demoiselle d'honneur. Une histoire de romance de mariage classique, n'est-ce pas? Elle était éblouissante dans cette robe vert émeraude, elle avait ce rire contagieux que l'on pouvait entendre à l'autre bout de la salle de réception, et elle semblait sincèrement douce lorsque nous avons commencé à discuter pendant l'heure du cocktail. Nous nous sommes immédiatement bien entendus pendant la réception, nous liant d'amitié autour de notre haine mutuelle des danses en ligne de mariage et de notre amour partagé pour la bière artisanale. Nous avons échangé nos numéros avant même que les mariés ne coupent le gâteau, et nous avons commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard après quelques échanges de messages de séduction. La première année a été honnêtement assez géniale. C'était sincèrement l'une des meilleures relations que j'ai jamais connues. Mathilde travaillait comme coordinatrice marketing pour une jeune entreprise technologique du centre de Paris spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux pour les petites entreprises. Pour ma part, je suis gestionnaire de projet dans une entreprise de construction qui bâtit des propriétés commerciales dans toute l'Île-de-France. Rien de glamour d'un côté comme de l'autre, mais un travail stable avec des gens de qualité et de bons avantages sociaux. Nous avions instauré ce rythme de vie facile qui semblait naturel dès le début, des excursions le week-end dans les Alpes pour faire de la randonnée, l'essai de nouveaux restaurants dans différents arrondissements, et le visionnage intensif de séries Netflix ensemble tout en partageant une bouteille de vin et en commandant beaucoup trop de plats à emporter. Elle venait au barbecue de mon entreprise et discutait réellement avec mes collègues au lieu de simplement rester là en ayant l'air de s'ennuyer, comme certaines de mes précédentes petites amies l'avaient fait. Je supportais ces heures de détente après le travail où tout le monde parlait de mesures, de taux d'engagement et d'autres mots à la mode du marketing que je ne comprenais pas. Des activités de couple normales qui me donnaient l'impression que nous construisions quelque chose de réel ensemble. Mathilde était certainement ce que l'on appelle jolie pour Instagram, c'est-à-dire sérieusement photogénique de cette manière naturelle que certaines personnes possèdent. Elle avait toute une esthétique sur son fil d'actualité qui semblait organisée de manière professionnelle, des tenues soigneusement planifiées qui semblaient toujours compléter le lieu d'où elle publiait. Des photos de café parfaitement éclairées qui faisaient même d'un simple café au lait une œuvre d'art, et ses autoportraits artistiques devant le miroir qui ne montraient jamais son téléphone malgré le fait qu'ils aient été manifestement pris avec celui-ci. Tout semblait toujours sans effort et spontané. Cependant, en vivant avec elle, je savais qu'elle passait probablement 1 heure à trouver le bon angle et l'éclairage pour chaque prise de vue. Elle obtenait des centaines de mentions j'aime sur chaque publication quelques minutes après l'avoir mise en ligne. Il y avait des tonnes de commentaires d'hommes dont je ne reconnaissais pas les noms, mais qui semblaient suivre chacun de ses mouvements en ligne. Des emojis avec des yeux en forme de cœur, des emojis de feu, et des commentaires comme « magnifique comme toujours » ou « j'aimerais être cette tasse de café », qui me faisaient lever les yeux au ciel mais ne m'inquiétaient pas vraiment. J'essayais de ne pas être ce petit ami jaloux qui surveille l'activité de sa compagne sur les réseaux sociaux et remet en question chaque interaction. Cela semblait être une voie rapide vers des problèmes relationnels que nous n'avions pas. Ce fut ma première erreur. Environ 8 mois après le début de notre relation, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Mathilde. Rien de dramatique ou d'évident au début, juste de petites choses qui ne concordaient pas tout à fait lorsque j'y repensais plus tard. Mathilde a commencé à rester tard au travail plus souvent, prétendant que son patron insistait fortement sur le dossier d'un gros client qui exigeait que tout le monde soit sur le pont. Elle rentrait épuisée vers 21 ou 22 heures, ayant à peine envie de parler de sa journée, voulant simplement se doucher et s'effondrer sur le canapé avec son téléphone. C'était compréhensible, nous avons tous des périodes de stress au travail où tout le reste passe au second plan. Mais ensuite, elle a commencé à se comporter bizarrement avec son téléphone, d'une manière qui semblait totalement inhabituelle. Elle avait l'habitude de le laisser traîner n'importe où, l'écran vers le haut, sans mot de passe. Parfois, elle me demandait même de vérifier ses messages si elle était sous la douche et qu'elle l'entendait sonner. Soudainement,
il était toujours face contre table, toujours rangé dans son sac à main quand nous sortions, protégé par un nouveau code d'accès qu'elle prétendait avoir instauré pour des raisons de sécurité après avoir entendu parler d'une violation de données dans son entreprise qui aurait mis tous les employés en danger. Lorsque j'entrais dans une pièce alors qu'elle envoyait des messages, elle changeait rapidement d'application ou rangeait complètement le téléphone, l'air légèrement surprise comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Si quelqu'un appelait pendant que nous regardions la télévision, elle laissait l'appel aller vers la messagerie vocale au lieu de répondre comme elle le faisait auparavant. Ce n'étaient pas d'énormes signaux d'alarme en soi, mais ils représentaient un changement de comportement qui semblait significatif lorsque je les additionnais tous. Je ne suis pas naturellement une personne suspecte, j'ai même tendance à être assez confiant, parfois jusqu'à l'excès, selon mes amis. Mais le comportement de Mathilde déclenchait des sonnettes d'alarme dans ma tête que je ne pouvais pas ignorer. Les fins de journée tardives sont devenues plus fréquentes, parfois 3 ou 4 fois par semaine au lieu d'une période de pointe occasionnelle. Les soirées entre filles qui s'étiraient jusqu'à 2 heures du matin sont devenues des événements hebdomadaires avec le même groupe mystérieux de collègues que je n'avais jamais rencontrés, malgré le fait que nous sortions ensemble depuis presque un an à ce moment-là. Elle publiait des stories Instagram depuis des bars et des restaurants chics dont je n'avais jamais entendu parler, toujours identifiés avec seulement des amis dont les visages étaient soit coupés, soit stratégiquement cachés derrière des verres et un éclairage décoratif. Cependant, quelque chose semblait étrange dans l'ambiance de ces photos. L'éclairage était trop romantique, les boissons trop chères, les cadres trop intimes pour des sorties décontractées après le travail entre collègues. Le véritable signal d'alarme qui m'a poussé à prêter une attention sérieuse est survenu environ 10 mois après le début de notre relation. Nous étions censés dîner ensemble pour mon anniversaire. Rien d'exceptionnel, juste notre restaurant italien préféré, la Trattoria da Luigi, où nous avions eu notre 3e rendez-vous et où nous étions devenus des habitués au fil des mois. J'attendais cela avec impatience toute la semaine. J'avais même pris mon après-midi pour aller chercher une bouteille du vin que nous avions partagé pour notre anniversaire de rencontre. Mathilde a appelé à 16 heures pour dire qu'il y avait une urgence professionnelle majeure et qu'elle aurait au moins 2 heures de retard, peut-être 3 selon le déroulement de la réunion avec le client. Elle m'a dit de commencer à manger sans elle, qu'elle se sentait terriblement mal de rater mon dîner d'anniversaire, mais que c'était un moment décisif pour sa carrière. J'étais déçu, mais j'ai essayé d'être compréhensif. Les urgences professionnelles arrivent et je savais à quel point son travail était important pour elle. Cependant, alors que j'étais assis seul à la trattoria, en train de manger mon poulet parmesan et de m'apitoyer sur mon sort, j'ai décidé de consulter Instagram pour me distraire de ma déception. Mathilde avait publié une story 1 heure plus tôt. Mathilde se trouvait dans un bar à cocktail haut de gamme dans le quartier de l'Opéra dont je n'avais jamais entendu parler. Elle trinquait avec des coupes de champagne avec des personnes dont les visages étaient stratégiquement coupés du cadre. Elle portait la robe qu'elle avait achetée spécifiquement pour mon dîner d'anniversaire. Elle était parfaitement maquillée et coiffée. La légende indiquait, quand le travail ressemble à un jeu béni je vis ma meilleure vie. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas dans notre relation. Je ne l'ai pas affrontée ce soir-là quand elle est enfin rentrée à 23 heures, pleine d'excuses élaborées et affirmant que la crise au travail avait finalement été résolue après des heures de négociations intenses. Elle semblait sincèrement désolée, m'a apporté une part de gâteau coûteux provenant d'une pâtisserie de la rue de Rivoli en guise de cadeau d'excuses, m'a embrassé et a dit que nous rattraperions le dîner manqué pendant le week-end. J'ai simplement dit que ce n'était pas grave, que j'étais content que tout se soit arrangé et que je comprenais à quel point le travail pouvait être stressant. Mais intérieurement, j'avais fini de jouer le rôle du petit ami inconscient. Il était temps de commencer à prêter une attention réelle à ce qui se passait réellement. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des schémas qui peignaient un portrait très différent de la vie de Mathilde par rapport à ce qu'elle me racontait. Ces urgences professionnelles semblaient toujours se produire les week-ends ou les soirs où nous avions des projets ensemble, soirées cinéma, réservations au restaurant, visites à ma famille. Ces soirées entre filles impliquaient toujours le même groupe mystérieux d'amis dont elle mentionnait les noms mais que je n'avais jamais rencontrés, jamais vu identifiés sur des photos, et dont je n'avais jamais entendu les appels ou les messages pendant la journée. Elle recevait des messages à des heures bizarres qui la faisaient sourire d'une manière que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des mois. Des petits sourires secrets qui suggéraient des plaisanteries privées ou des flirts dont je ne faisais pas partie. Lorsque son téléphone vibrait pendant le dîner, elle s'en saisissait immédiatement avec un empressement qui semblait différent de sa façon de répondre aux messages de ses véritables amis ou des membres de sa famille. L'activité sur Instagram était particulièrement révélatrice une fois que j'ai commencé à y prêter attention.
Elle avait toujours été active sur les réseaux sociaux, mais maintenant elle publiait constamment tout au long de la journée. Des autoportraits à la salle de sport avec des légendes sur le fait de travailler sur soi-même et de devenir la meilleure version de moi-même. Des photos devant le miroir avec des citations inspirantes sur le fait de connaître sa valeur et de ne jamais se contenter de moins que ce que l'on mérite. Des photos de déjeuner prises dans des restaurants coûteux pendant ses journées de travail prétendument chargées, alors qu'elle affirmait manger de tristes salades à son bureau tout en respectant des délais. Et toujours, il y avait ce déluge de commentaires d'hommes que je ne connaissais pas, mais qui semblaient connaître des détails sur sa vie et son emploi du temps qui suggéraient plus qu'un simple suivi occasionnel sur les réseaux sociaux. Les commentaires eux-mêmes étaient relativement innocents en apparence si l'on ne regardait pas de trop près. Tu es superbe comme toujours, j'espère que tu passes une excellente journée, ma belle, ce sourire pourrait éclairer n'importe quelle pièce. C'est le comportement standard des hommes attirés sur Instagram qui se produit sur les publications de toutes les femmes séduisantes. Mais Mathilde répondait à tous avec des combinaisons d'émojis aguicheurs, des plaisanteries privées et des références à des conversations qui s'étaient manifestement déroulées en dehors des réseaux sociaux. Ce n'étaient pas seulement des abonnés aléatoires qui tentaient leur chance. C'étaient des hommes avec qui elle discutait activement sur plusieurs plateformes. J'ai commencé à prendre des captures d'écran de ces publications et des interactions dans les commentaires. Non pas pour être sinistre ou contrôlant, mais parce que j'avais ce sentiment désagréable que j'allais finir par avoir besoin de preuves. Mon ami Maxime, qui avait traversé un divorce difficile quelques années plus tôt, avait toujours dit « Fais confiance à ton instinct lorsqu'il s'agit de signaux d'alarme relationnels. Si quelque chose semble anormal, c'est probablement le cas. Ne remets pas tes instincts en question simplement parce que tu veux croire que tout va bien. » Le comportement de Mathilde à la maison est devenu de plus en plus distant à mesure que l'hiver laissait place au printemps. Nous regardions la télévision et elle passait tout son temps sur son téléphone, souriant à l'écran et riant occasionnellement de choses qui n'avaient rien à voir avec ce que nous regardions. Quand je lui demandais ce qui était si drôle, elle répondait « juste des trucs du boulot » ou « quelque chose que Sophie m'a envoyé », mais elle inclinait ensuite le téléphone pour que je ne puisse pas voir. Elle passait beaucoup plus de temps à envoyer des messages qu'à s'intéresser réellement à ce que nous avions mis sur Netflix ou Disney+. L'affection physique a également chuté brutalement, ce qui était peut-être le changement le plus notable. Auparavant, elle me prenait soudainement la main pendant que nous marchions, me faisait des câlins spontanés pendant que je préparais le petit déjeuner, et m'embrassait chaque matin avant de partir au travail. Elle se blottissait contre moi sur le canapé pendant les films, jouait avec mes cheveux quand nous parlions. Tous ces petits gestes intimes qui arrivent naturellement dans les relations saines. Tout cela s'est arrêté, graduellement au début, puis complètement. Nous sommes passés d'une relation physique assez saine à l'état de simples colocataires qui partageaient un lit et divisaient la facture d'électricité. Lorsque j'essayais d'initier une intimité ou même une affection de base, Mathilde semblait distraite ou inventait des excuses sur le fait d'être fatiguée ou stressée par le travail. Elle ne me rejetait pas exactement, mais elle n'était pas vraiment présente non plus, comme si son esprit était ailleurs ou avec quelqu'un d'autre, même quand son corps était juste là à côté de moi. La goutte d'eau qui m'a fait réaliser que j'avais besoin de preuves concrètes est arrivée un samedi de février. Mathilde a dit qu'elle allait faire du shopping avec ses collègues au centre commercial de déstockage La Vallée Village. Elle pourrait prendre le dîner après si elle trouvait de bonnes affaires et voulait célébrer cela. Des projets de samedi standard qui étaient devenus son excuse habituelle pour disparaître pendant 6 ou 8 heures d'affilée. J'ai décidé de passer la journée à organiser notre garde-robe partagée. C'était quelque chose que je remettais à plus tard depuis des mois, mais cela semblait être un bon projet pour un week-end tranquille en solitaire. En déplaçant des boîtes et en triant les vêtements que nous avions tous les deux accumulés au cours de 2 années de vie commune, j'ai trouvé l'un des vieux sacs à main de Mathilde cachés derrière des manteaux d'hiver qu'elle ne portait plus jamais. La fermeture éclair était partiellement ouverte et je pouvais voir des papiers qui dépassaient. Normalement, je n'aurais pas fouillé dans ses affaires personnelles, mais la façon dont il était caché m'a poussé à regarder. À l'intérieur se trouvait un reçu d'un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler. Il était daté du week-end précédent, lorsqu'elle avait prétendu être chez sa sœur pour aider à préparer une fête prénatale. Le reçu concernait un dîner pour 2 dans un endroit chic de la place de la Madeleine. 2 plats principaux coûteux, une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ce que nous dépensions habituellement en épicerie en une semaine, un dessert à partager, des cocktails pendant ce qui avait dû être un long repas tranquille. Le total s'élevait à presque 140 € avant le pourboire. Mathilde avait payé avec sa carte de crédit personnelle, celle qu'elle utilisait pour ses propres dépenses, séparée de notre compte de ménage partagé.
ce reçu restait dans mes mains comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Mathilde avait menti sur l'endroit où elle se trouvait, avait dépensé une somme importante pour un dîner intime pour deux, et avait ensuite caché la preuve dans un vieux sac à main comme si elle savait qu'elle faisait quelque chose de mal. Les pièces du puzzle s'assemblaient toutes, mais j'avais besoin de plus d'informations avant de pouvoir l'affronter au sujet de ce qui était manifestement une liaison. J'ai commencé à être plus stratégique dans la collecte de preuves au lieu de simplement accumuler des captures d'écran aléatoires en espérant le meilleur. Quand Mathilde était sous la douche, je vérifiais rapidement quelles applications elle avait utilisées récemment sur son téléphone en regardant la consommation de la batterie dans ses paramètres. C'était toujours Instagram, Snapchat et une application de messagerie que je ne connaissais pas et qui semblait consommer beaucoup de batterie, suggérant une utilisation intensive tout au long de la journée. Quand elle allait se coucher avant moi, prétendant être épuisée par le travail, je remarquais que son téléphone s'allumait constamment sur la table de chevet avec des notifications qu'elle effaçait rapidement dès le matin. La percée décisive est arrivée complètement par accident environ 3 semaines après avoir trouvé le reçu du restaurant. L'ordinateur portable de Mathilde fonctionnait lentement, se figeant pendant les appels vidéo pour le travail, elle m'a donc demandé d'y jeter un œil pendant le week-end. Je ne suis pas un expert en technologie, mais j'en sais assez sur les ordinateurs pour gérer les dépannages de base comme l'effacement des fichiers caches et l'exécution d'analyses antivirus. En attendant que le logiciel antivirus termine son analyse, j'ai remarqué que sa boîte de réception électronique était ouverte dans un autre onglet. Je ne cherchais pas intentionnellement à espionner, mais sa boîte de réception était juste là sur l'écran. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang et mes mains ont commencé à trembler. Il y avait des dizaines de courriels d'hommes dont je n'avais jamais entendu parler. Pas seulement un ou deux, mais au moins 5 noms différents envoyant des messages réguliers avec des objets qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. J'ai passé un si bon moment hier soir, j'ai hâte de te revoir, merci pour ce week-end incroyable, tu es incroyable. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, j'attends avec impatience notre prochaine aventure, tu étais absolument superbe aujourd'hui. Je n'aurais pas dû cliquer dessus. Je savais que c'était une violation massive de la vie privée, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Les courriels peignaient le portrait d'une Mathilde menant une vie entièrement séparée dont je n'avais aucune connaissance. Des conversations détaillées sur des déjeuners avec Damien, de sa salle de sport, qui lui donnait apparemment des conseils d'entraînement et des recommandations de boissons protéinées. Des excursions d'un week-end en Bourgogne avec Adrien, de son groupe d'anciens élèves de l'université, qui semblait en savoir beaucoup trop sur son emploi du temps et ses préférences. Des rendez-vous pour des dîners tardifs avec Thibaut, qui travaillait apparemment dans la finance à la Défense et l'avait emmené dans des restaurants coûteux dont je n'avais jamais entendu parler. Des projets de journée à la plage à Deauville avec Clément, qui possédait une sorte d'entreprise de conseil et lui envoyait des photos de destinations de vacances qu'ils pourraient visiter ensemble. Des sorties shopping et des visites de galeries d'art avec Marc, qui travaillait dans le marketing comme elle et semblait partager ses goûts pour tout, des restaurants aux activités du week-end. 5 hommes différents, pensant tous avoir une sorte de relation spéciale avec Mathilde. Tous ignoraient complètement l'existence des autres ou la mienne. Les messages étaient aguicheurs, intimes et ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Ce n'étaient pas seulement des amitiés ou des relations de réseautage professionnel. Mathilde sortait activement avec chacun d'eux, entretenant des relations séparées avec des histoires passées détaillées et des expériences partagées. Elle avait façonné des personnalités différentes pour chaque relation, la passionnée de fitness avec Damien, l'amatrice de vin avec Adrien, la femme de carrière ambitieuse avec Thibaut, l'esprit libre aventureux avec Clément, la créative intellectuellement curieuse avec Marc. Mathilde ne faisait pas seulement de l'infidélité émotionnelle ou une simple liaison. Elle dirigeait une opération à grande échelle. Plusieurs relations, plusieurs personnalités, plusieurs vies se déroulant simultanément. Je n'étais que son histoire de couverture. Le petit ami stable qui payait la majorité du loyer et fournissait une base à la maison pendant qu'elle explorait ses options à travers la métropole. Les messages montraient des mois de planification et de coordination. Mathilde jonglait avec les emplois du temps, inventait des excuses, créait des mensonges élaborés pour maintenir toutes ses relations sans que personne ne découvre la vérité. Elle me disait qu'elle travaillait tard tout en dînant avec Thibaut. Elle prétendait une soirée entre filles tout en passant le week-end avec Adrien. Elle disait qu'elle rendait visite à sa famille tout en faisant des excursions à la plage avec Clément. J'ai tout imprimé. Les captures d'écran, les chaînes de courriel, le reçu du restaurant, les enregistrements de son activité sur Instagram montrant ses publications depuis des lieux sur lesquels elle avait menti. J'ai constitué tout un dossier de preuves parce que je savais que Mathilde nierait tout si je n'avais pas de preuves irréfutables.
Elle était intelligente, manipulatrice et m'avait menti en face pendant des mois avec une confiance totale. Je n'allais pas lui donner l'occasion de me manipuler psychologiquement ou de retourner la situation pour me faire passer pour le petit ami paranoïaque et contrôlant. Ce soir-là, j'ai agi tout à fait normalement. J'ai préparé le dîner, regardé un film et je suis allé me coucher comme si rien n'avait changé. Mais intérieurement, je planifiais ma stratégie de sortie et je cherchais comment gérer la bombe nucléaire que je venais de découvrir. J'avais un bail à considérer, des biens à séparer, des amis communs qui auraient besoin de savoir ce qui s'était passé, et surtout, un moyen d'exposer Mathilde qui l'empêcherait de présenter cela comme le fait d'un ex-petit ami fou qui ne pouvait pas supporter son succès. Mathilde a continué son schéma de comportement au cours de la semaine suivante, pendant que je rassemblais plus de preuves et planifiais ma réponse. Plus de soirées tardives, plus de messages mystérieux qui la faisaient sourire, plus de publications Instagram depuis des lieux où elle prétendait être avec des collègues, mais qui étaient manifestement des dîners romantiques ou des lieux de rendez-vous intimes. J'ai tout documenté, j'ai pris des notes détaillées sur ses mensonges et ses excuses, et j'ai attendu le moment parfait pour faire exploser la bombe qui détruirait son château de cartes soigneusement construit. L'occasion s'est présentée un jeudi après-midi à la mi-mars. Je consultais Instagram pendant ma pause déjeuner. C'était quelque chose que je faisais plus fréquemment pour surveiller l'activité de Mathilde, quand sa dernière publication est apparue dans mon fil d'actualité. Un autoportrait depuis ce qui ressemblait au hall d'un hôtel luxueux près de la place Vendôme. Elle était parfaitement maquillée et coiffée comme si elle allait quelque part de spécial. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant et qui coûtait probablement plus cher que notre budget mensuel pour l'épicerie. Mais c'est la légende qui a fait bouillir mon sang et m'a donné l'ouverture parfaite pour ma contre-attaque. Certaines d'entre nous sont trop jolies pour être fidèles, suivie d'une série de mots-clics sur le fait de vivre de manière authentique, de ne pas s'excuser pour ce que l'on est, d'embrasser son pouvoir en tant que femme, et d'autres bêtises inspirantes qui étaient manifestement destinées à justifier son comportement. La section des commentaires a immédiatement explosé avec son armée habituelle d'admirateurs. Des émojis avec des yeux en forme de cœur, des émojis de feu, des commentaires sur la façon dont elle était magnifique et sur la chance qu'avait son petit ami d'être avec une femme aussi superbe. S'ils avaient seulement su la vérité sur ce qu'elle faisait réellement de leurs compliments et de leur attention. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'autosatisfaction de tout cela. L'audace pure de publier quelque chose comme cela pendant que j'étais au travail, pensant que nous traversions simplement une période difficile dans notre relation que nous pourrions surmonter avec une meilleure communication et plus d'efforts. Mathilde ne se contentait pas de tromper. Elle s'en vantait en ligne, en faisant une partie de son personnage public, sa marque de fabrique d'être cette femme irrésistible qui était trop belle et désirable pour être liée à une seule personne. C'est alors que j'ai su exactement comment répondre et comment m'assurer que tout le monde voit qui était réellement Mathilde derrière sa façade soigneusement organisée sur les réseaux sociaux. J'ai passé toute ma pause déjeuner à organiser toutes les preuves que j'avais collectées au cours des dernières semaines. Des captures d'écran de conversation par courriel avec les 5 hommes montrant leurs projets, leurs plaisanteries privées, leurs relations amoureuses évidentes. Des photos de reçus de restaurants et d'hôtels qui prouvaient ses mensonges sur l'endroit où elle avait été et avec qui elle s'était trouvée. Des enregistrements de son activité sur Instagram montrant ses publications depuis des lieux où elle prétendait être pour le travail alors qu'elle était en fait à des rendez-vous galants. Des relevés de cartes de crédit qui montraient des dépenses qu'elle avait prétendu être liées au travail alors qu'elle finançait en réalité ses liaisons. Tout était organisé dans de petits dossiers sur mon téléphone. Chacun était centré sur un homme différent. Chacun montrait un schéma clair de tromperie et de manipulation. J'avais des mois de preuves, des dizaines de captures d'écran et une trace écrite qu'il serait impossible pour Mathilde d'expliquer ou de nier. Ensuite, j'ai rédigé ma réponse. Rien de colérique ou d'émotionnel qui me ferait passer pour l'ex-petit ami jaloux faisant une crise de nerfs. Juste la vérité froide et factuelle, livrée avec la même confiance désinvolte que Mathilde avait utilisée dans sa publication. Certains d'entre nous sont trop intelligents pour rester avec des tricheurs. Et ensuite, j'ai tout publié. 5 publications Instagram distinctes, chacune étant un carrousel d'images centrées sur un homme différent que Mathilde fréquentait. Des captures d'écran de conversation par courriel où elle faisait des projets, partageait des détails intimes, mentait sur son statut relationnel à chacun d'eux. J'ai identifié Mathilde dans chaque publication, m'assurant que son nom soit directement attaché à toutes les preuves, et j'ai utilisé des mots-clics qui rendraient les publications faciles à trouver pour quiconque chercherait du contenu lié à l'infidélité ou au drame relationnel. La réaction a été immédiate et absolument nucléaire. En quelques minutes,
Mon téléphone explosait de notifications, de commentaires, de messages directs, de partages, d'identifications. La publication originale de Mathilde est passée de quelques dizaines de commentaires de soutien à des centaines de personnes voyant les preuves et comprenant ce que sa légende signifiait réellement. Son image soigneusement organisée sur Instagram implosait en temps réel à mesure que les gens faisaient le lien entre ses vantardises sur son infidélité et les preuves de l'étendue exacte de celle-ci. Mais la meilleure partie, celle qui a rendu toute la planification et la collecte de preuves valables, a été de voir ces options se découvrir mutuellement en temps réel. Damien de la salle de sport a vu les captures d'écran des conversations de Mathilde avec Thibaut et a réalisé que la femme avec qui il pensait sortir exclusivement avait également des dîners intimes avec un type de la finance. Thibaut a vu les preuves de ses excursions d'un week-end avec Adrien et a réalisé que ces conférences de travail qu'elle avait mentionnées étaient en réalité des escapades romantiques avec un autre homme. Adrien a découvert Clément et a appris que les photos à la plage que Mathilde publiait provenaient de voyages avec encore un autre homme qu'elle lui avait caché. Tous ont commencé à entrer en contact dans les commentaires, posant des questions, partageant leurs propres captures d'écran et preuves, reconstituant lentement l'ampleur totale de la tromperie de Mathilde. Chaque homme se défendait tout en attaquant les autres. Tous exigeaient des explications de Mathilde qu'elle ne pouvait manifestement pas fournir sans admettre des années de mensonges et de manipulations. La section des commentaires de la publication originale de Mathilde est devenue une véritable zone de guerre. Ses amies étaient stupéfaites, posant des questions et essayant de comprendre ce qui était réel et ce qui était mensonger. Des collègues de son travail voyaient la vie secrète de leurs collègues exposée de la manière la plus publique possible. Il réalisait que toutes ces urgences professionnelles et ces soirées tardives n'avaient rien à voir avec des réunions avec des clients ou des délais de projet. Des membres de sa famille découvraient par des identifications sur Facebook et des publications partagées que le gentil petit ami dont ils entendaient parler depuis 2 ans n'était que l'un des 6 hommes que leurs filles et sœurs géraient simultanément. Toute la fondation de la vie sociale de Mathilde s'effondrait en temps réel alors que les gens réalisaient à quel point elle avait menti à tout le monde de manière extensive. La réaction initiale de Mathilde a été de commencer à tout supprimer frénétiquement. Les commentaires de ses publications, les réponses aux commentaires d'autres personnes, et finalement des publications entières de son fil d'actualité qui pourraient fournir plus de preuves de ses mensonges. Mais l'Internet n'oublie jamais, et les gens avaient déjà pris des captures d'écran de tout avant qu'elle ne puisse les retirer. Sa tentative de contrôler le récit en faisant disparaître les preuves ne l'a fait paraître que plus coupable et désespérée. Ensuite, elle a supprimé son compte Instagram entier. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses car maintenant les gens partageaient des captures d'écran de mes publications sur leur propre compte, propageant les preuves encore plus loin, au-delà de la capacité de Mathilde à les contrôler ou à les contenir. Sa tentative d'échapper aux conséquences en disparaissant des réseaux sociaux a simplement garanti que l'histoire perdurerait sans qu'elle puisse donner sa version des faits ou tenter de limiter les dégâts. Mon téléphone a sonné environ 20 minutes après que j'ai tout publié. C'était Mathilde qui appelait de son travail, hurlant de manière incohérente au sujet de la violation de la vie privée, me traitant de harceleur psychopathe, m'accusant de ruiner sa vie et de détruire sa réputation pour rien. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie vocale et j'ai écouté ces messages de plus en plus déséquilibrés. Au fil de l'après-midi, il y a eu 6 autres appels, chaque message étant plus désespéré et colérique que le précédent, me menaçant de me poursuivre en justice pour harcèlement et diffamation, tout en me suppliant simultanément de retirer les publications et de discuter comme des adultes. Ensuite, les hommes ont commencé à me contacter directement par message direct sur Instagram et sur Facebook. Damien a été le premier à me contacter. Son message était professionnel, rempli d'excuses, et semblait sincèrement provenir d'un sentiment de choc et de regret. Et a affirmé qu'il n'avait aucune idée que Mathilde était dans une relation sérieuse, qu'elle lui avait dit qu'elle fréquentait des gens de manière décontractée mais sans exclusivité, et qu'il n'aurait jamais rien tenté s'il avait su qu'elle était pratiquement mariée. Il m'a envoyé des captures d'écran de leur première conversation où Mathilde avait spécifiquement dit qu'elle était célibataire et cherchait quelque chose de réel avec la bonne personne. Le message de Thibaut était plus colérique et accusateur, mais dirigé contre Mathilde plutôt que contre moi. Il se sentait complètement utilisé et manipulé. Il réalisait que tous les dîners coûteux et les excursions du week-end qu'il avait payés faisaient partie d'un plan plus vaste où il n'était que l'un des multiples hommes dont elle se jouait. Mathilde s'était comportée comme une sugar baby avec lui, le laissant payer pour tout en prétendant être une femme de carrière indépendante qui appréciait simplement sa compagnie et sa générosité. Adrien était simplement confus et blessé. Son message était le plus long, détaillant comment Mathilde avait parlé d'emménager ensemble, de chercher des appartements, faisant croire que leur relation devenait sérieuse et se dirigeait vers quelque chose de permanent.
Il avait planifié sa vie autour de leur avenir commun, pensant à demander sa main dans l'année à venir, ignorant totalement qu'il était en compétition avec 4 autres hommes pour l'attention et l'engagement de Mathilde. Clément et Marc m'ont tous les deux contacté avec des histoires similaires de manipulation émotionnelle. Mathilde avait façonné des personnalités entièrement différentes pour chaque relation, devenant quiconque chaque homme avait besoin qu'elle soit pour maintenir son intérêt et son investissement. Elle les avait étudiés, avait appris leurs préférences et leurs désirs, puis était devenue la femme parfaite pour chacun d'eux individuellement tout en les gardant tous complètement séparés les uns des autres. La partie la plus satisfaisante a été de les voir tous faire le lien et commencer à communiquer directement entre eux. Ils ont créé une discussion de groupe pour comparer leurs notes sur les mensonges de Mathilde, partageant des captures d'écran et des photos qui comblaient les lacunes de sa tromperie. Damien a partagé des photos de cadeaux coûteux que Mathilde lui avait offerts et qu'elle avait manifestement achetés avec de l'argent que je pensais être destiné à nos dépenses communes. Thibaut leur a montré des reçus de restaurants romantiques où il avait emmené Mathilde à des rendez-vous qu'elle m'avait présentés comme des dîners de travail. Adrien a fourni des preuves de voyage d'un week-end qu'ils avaient fait ensemble dans des lieux que Mathilde avait prétendu visiter pour des événements familiaux ou des conférences professionnelles. Clément a partagé des conversations par message où Mathilde planifiait des vacances à la plage avec lui pendant les week-ends où elle me disait qu'elle aidait des amis à déménager ou qu'elle assistait à des fêtes prénatales. Marc leur a montré des visites de galeries d'art et de musées qui avaient eu lieu pendant des journées où Mathilde avait prétendu être malade et rester à la maison pour se récupérer. Tous les 5 ont bloqué Mathilde partout quelques heures après la mise en ligne de mes publications. Instagram, numéro de téléphone, adresses électroniques, LinkedIn, toutes les formes de contact qu'ils avaient établies au cours de mois de ce qu'ils pensaient être des relations significatives. Son réseau d'options soigneusement entretenu a disparu du jour au lendemain, la laissant sans personne sur qui compter lorsque sa relation principale avec moi a également pris fin. Les hommes qu'elle avait utilisés comme système de soutien émotionnel et financier, comme boost pour son ego et comme plan de secours, sont tous partis simultanément lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient été joués par quelqu'un qui ne s'était jamais soucié d'aucun d'eux en tant qu'individu. Ils n'avaient été que des pièces interchangeables dans le système de manipulation et de contrôle de Mathilde. La réaction de Mathilde, lorsqu'elle a réalisé toute l'étendue des conséquences, a été, comme on pouvait s'y attendre, dramatique et désespérée. Elle s'est présentée à mon appartement ce soir-là vers 20h, pleurant et hurlant dans le couloir assez fort pour déranger les voisins de plusieurs étages. Elle alternait entre supplier pour obtenir mon pardon et m'accuser de détruire sa vie pour un malentendu, essayant chaque tactique de manipulation qu'elle avait probablement utilisée avec succès par le passé. Ces conversations étaient privées, n'arrêtait-elle pas de hurler tout en frappant à ma porte. Tu n'avais pas le droit de les partager avec qui que ce soit. C'est illégal. J'appelle la police. Tu as publié sur Instagram que tu étais trop jolie pour être fidèle, ai-je répondu calmement à travers la porte, sans prendre la peine de l'ouvrir. J'ai simplement fourni un peu de contexte pour que ton public comprenne ce que cela signifiait. Elle a essayé tous les angles possibles, prétendant que les courriels avaient été sortis de leur contexte, que les hommes l'avaient harcelée et qu'elle était simplement polie. Que tout n'était que des amitiés platoniques que je transformais en quelque chose de sinistre à cause de mes propres insécurités. Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée aux menaces de me poursuivre en justice, de détruire ma réputation au travail, de dire à tout le monde que j'étais violent et contrôlant. La sécurité de l'immeuble a finalement dû intervenir après que Mathilde a causé une perturbation pendant plus d'1 heure, et que plusieurs résidents ont appelé pour se plaindre du bruit. Elle a été escortée hors de l'immeuble tout en criant encore des menaces sur le fait de me faire payer pour avoir ruiné sa vie et sa carrière, et sur le fait que je regretterais de l'avoir exposée quand elle retournerait tout le monde contre moi. Cependant, sa réputation était déjà détruite au-delà de tout espoir de réparation. La nouvelle s'est propagée dans nos cercles sociaux avec la rapidité et l'efficacité d'un feu de forêt en saison sèche. Des amis communs m'ont contacté en quelques heures, demandant si les captures d'écran étaient réelles, exprimant leur choc et leur soutien, partageant leurs propres histoires de moments où le comportement de Mathilde avait semblé suspect, mais où il lui avait accordé le bénéfice du doute. Les gens commençaient à relier les points sur ces schémas de comportement qui avaient semblé innocents à l'époque, mais qui prenaient maintenant tout leur sens dans ce contexte. Les collègues de Mathilde l'ont appris quand quelqu'un de son bureau a vu le drame sur Instagram et a partagé des captures d'écran dans les canaux de discussion Slack de leur entreprise. Son patron l'a convoqué à une réunion le lendemain pour discuter de la manière dont sa vie personnelle affectait le lieu de travail. D'autant plus que certaines de ces liaisons avaient impliqué l'utilisation de ressources de l'entreprise pour faciliter des rencontres et des rendez-vous avec des hommes qui n'étaient pas son petit ami.
Sa famille a découvert ce qui s'était passé par des publications sur Facebook et des messages de proches confus qui avaient vu les preuves et essayaient de comprendre ce qui n'allait pas. Ses parents, qui avaient toujours été gentils avec moi et m'avaient traité comme un membre de la famille, ont été dévastés d'apprendre que leur fille avait mené une double vie aussi élaborée. Alors qu'ils prévoyaient de m'inviter pour les fêtes de famille et traiter notre relation comme un engagement sérieux à long terme. Les retombées ont été rapides, brutales, et exactement ce que Mathilde méritait pour avoir traité autant de personnes comme des divertissements jetables. Elle a été licenciée de son travail en moins d'une semaine quand son patron a réalisé que ses urgences professionnelles et ses soirées tardives avaient été en réalité des rendez-vous avec plusieurs hommes, dont certains qu'elle avait rencontrés lors d'événements de réseautage de l'entreprise. Sa réputation professionnelle a été détruite lorsque ses collègues ont commencé à partager l'histoire, rendant impossible pour elle de trouver un autre poste dans le même secteur. Le bail de l'appartement était à nos deux noms, Buid et Bin paying about 70% du loyer et des services publics, tandis que Mathilde contribuait de manière sporadique quand elle en avait envie. Sans son travail et sans son réseau d'hommes l'aidant pour les dépenses et les cadeaux, Mathilde ne pouvait pas se permettre de maintenir son style de vie ni à part de nos dépenses courantes. Elle a dû retourner vivre chez ses parents en banlieue. C'était un recul massif pour quelqu'un qui avait soigneusement façonné une image de succès urbain indépendant. Le contre-coup sur les réseaux sociaux a continué pendant des semaines alors que les gens découvraient de nouvelles preuves et partageaient leurs propres expériences de la tromperie de Mathilde. Elle a essayé de créer de nouveaux profils Instagram et sur des applications de rencontres sous des variantes de son nom. Mais la nouvelle s'était propagée dans suffisamment de cercles sociaux pour que les gens reconnaissent ses photos et la dénoncent immédiatement. Des captures d'écran de ses anciennes publications et de mes preuves continuaient de refaire surface chaque fois qu'elle essayait de reconstruire sa présence en ligne. Damien, Thibaut, Adrien, Clément et Marc ont fini par devenir de véritables amis grâce à l'expérience partagée d'avoir été manipulés par la même personne. Ils ont commencé à se voir régulièrement, se liant d'amitié autour de leurs expériences et se soutenant mutuellement après avoir découvert à quel point ils avaient été trompés. C'était bizarre, mais d'une certaine manière magnifique. Le tissu de mensonges de Mathilde avait accidentellement créé un groupe de soutien d'hommes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés autrement, mais qui avaient maintenant cette expérience commune significative. Ma vie, entre-temps, s'est améliorée de manière spectaculaire, de façon auquel je ne m'attendais pas. Le stress constant de me demander ce que Mathilde cachait, de me sentir comme si je devenais fou en remarquant des incohérences dans ses histoires, a tout simplement disparu du jour au lendemain. Je n'avais pas réalisé à quel point je dépensais de l'énergie mentale et émotionnelle à essayer de donner un sens à un comportement qui n'allait jamais en avoir parce qu'il était basé sur des mensonges. Le travail est devenu plus agréable parce que je n'étais plus distrait par des drames relationnels ou occupé à passer mes pauses déjeuner à essayer de décoder l'activité de Mathilde sur les réseaux sociaux. Mes amis ont commenté que je semblais plus heureux, plus détendu, plus semblable à moi-même. Ma famille a été soulagée quand je leur ai raconté ce qui s'était passé. Apparemment, ils avaient tous remarqué le comportement de Mathilde lors des rassemblements de vacances et des événements familiaux, mais ils n'avaient pas voulu dire quoi que ce soit à moins que je n'exprime d'abord des inquiétudes. La meilleure partie a été le soutien provenant d'endroits tout à fait inattendus. Des femmes que je connaissais à peine m'ont contacté pour me remercier d'avoir exposé le comportement de Mathilde, partageant leurs propres histoires de moments où elle avait dragué leurs petits amis ou essayé de créer des drames dans leur relation. Mon exposition publique avait apparemment empêché d'autres personnes d'être manipulées par les jeux de Mathilde et avait protégé des hommes qui auraient pu être ses prochaines cibles. Environ 6 semaines après l'incident d'Instagram, j'ai croisé Mathilde dans un supermarché près de mon appartement. Elle avait une mine affreuse, elle n'avait manifestement pas bien dormi et elle avait perdu du poids d'une manière malsaine. Elle semblait anxieuse et nerveuse, comme si elle regardait constamment par-dessus son épaule. Elle a essayé de m'approcher dans le rayon des fruits et légumes, probablement pour tenter une autre série d'excuses et de manipulations, mais j'ai simplement pris mes légumes et je suis allé dans une autre partie du magasin. Il n'y avait plus rien à se dire. Aucune explication ou justification ne pouvait changer ce qu'elle avait fait ou faire disparaître les conséquences. J'avais tourné la page complètement, et ces problèmes n'étaient plus de ma responsabilité à résoudre ou même à reconnaître. Par l'intermédiaire d'amis communs et de publications sur les réseaux sociaux que je ne pouvais pas m'empêcher de voir, j'ai entendu dire que Mathilde avait essayé de reconstruire sa vie amoureuse. Mais qu'elle retombait sans cesse sur des gens qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé ou qui l'avaient reconnu sur les captures d'écran qui circulaient encore. Les preuves avaient été partagées assez largement pour que sa réputation la suive sur plusieurs applications de rencontres et dans les cercles sociaux de toute la métropole. Elle s'était essentiellement inscrite sur une liste noire de toute la scène locale des rencontres.
3 mois après que tout cela se soit produit, je vais mieux que je ne suis allé depuis des années. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, Elodie. C'est une enseignante que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'amis lors d'une fête à la maison et qui valorise réellement l'honnêteté et la communication directe. Elle est agréablement dépourvue de tout drame, ne joue pas à des jeux avec son téléphone et ne crée pas de mensonges élaborés sur l'endroit où elle va ou avec qui elle se trouve. Nous avons discuté de la situation avec Mathilde, et Elodie apprécie que j'ai été prêt à me défendre et à exposer la vérité plutôt que de simplement partir tranquillement en laissant Mathilde continuer à blesser les gens.